étatique violente. Maintenant, ça peut encore se dire en d'autres termes. Soit l'art de convaincre, soit l'art d'utiliser la force, la coercition, soit l'art de convaincre, soit l'art de contraindre. Et voilà ce qui fait les deux principales sections de ce chapitre. Quand vous regardez dans les deux sections de ce chapitre, pour vous, qu'est-ce qui renvoie aux solutions consensuelles et ou négociées? La diplomatie. Est-ce que la diplomatie est un instrument au service de l'État? Voilà le sujet que j'ai donné l'année dernière. La diplomatie classique est-elle au service de l'année dernière? Voilà l'un des sujets que j'ai donné l'année. Ça ne peut plus revenir. Ouais, il ne double pas. Non, je ne double pas. Comment? Non, les autres ont très bien compris la partie là. La diplomatie classique est-elle un instrument au service des États? Tout le monde comprend là que nous sommes au grand de la première. Est-ce que la diplomatie classique est un instrument au service des États? L'Antiquité connaissait déjà le principe d'émissaire attitré, permettant à des entités politiques de nouer contact et de négocier. Le diplomate, mot d'origine grecque, visait le document spécifique sur lequel figuraient les instructions relatives aux missions des envoyés. Mais la pratique régulière des missions permanentes est plus tardive. Elle débute à la Renaissance sur le modèle des réseaux entretenus par la papauté et par la République italienne. C'est rapide? C'est bon? Oui. Vous êtes d'accord? Parce que moi, la lecture là me fatigue un peu. Hein? Nous sommes 3 seules personnes à comprendre l'anglais. La dame, le monsieur du fond et moi. Le reste là, yes. Voilà. Ok. Madame, c'est vous qui lisez? Oui. Le diplomate, mot d'origine grecque, qui visait le document spécifique sur lequel figuraient les instructions relatives aux missions des envoyés. Mais la pratique régulière des missions permanentes est plus tardive. Elle débute à la Renaissance sur le modèle des réseaux entretenus par la papauté et par la République italienne. Au fur et à mesure de la consolidation d'un système État souverain, l'envoi des représentants va se généraliser. Stop. Au fur et à mesure de la consolidation d'un système, l'envoi des représentants va se... Ça veut dire que la diplomatie se fait entre États souverains. Ça, c'est dans le cadre de la diplomatie classique. Parce que la diplomatie classique, en réalité, ne fait pas ou fait peu intervenir les organisations. La diplomatie classique, c'est la diplomatie entre États.
Continuez, madame. Le style, le langage et les pratiques diplomatiques furent durablement marqués par l'influence française. Point, au lieu du point d'interrogation. C'est un point. Ça veut dire que le départ de la diplomatie, c'est où? Le départ de la diplomatie, c'est où? Le départ de la diplomatie, c'est où? C'est l'Italie. Mais elle a été accentuée à partir des concepts, à partir du langage, à partir de la France. La diplomatie a commencé en réalité entre le plus petit État du monde, qui est Rome. L'État du Vatican avec combien d'hectares? 44 hectares. L'État du Vatican et l'Italie. Ce sont les deux là qui ont commencé la diplomatie. Mais elle a été accentuée par la France. Parce que c'est la France qui a modernisé les pratiques diplomatiques. Oui, madame. Néanmoins, les représentations diplomatiques permanentes étaient de tout de même limitées en raison du nombre restreint d'États souverains, environ 15. Arrêtez. Vous avez suivi ce qu'elle a dit? Vous avez suivi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ce qui freinait, ce qui ralentissait l'élan diplomatique. Go ahead. Elles ont connu une croissance régulière parallèlement aux créations étatiques. En 1939, par exemple, la France, pays traditionnellement présent sur la scène diplomatique, n'entretient que 16 ambassades, dont 10 en Europe. Le nombre est allé de façon dynamique au fil des ans. En 1948, elle en avait 48 et en 2012, la France est présente à travers un réseau de 163 ambassades auxquelles s'ajoutent 92 consulats et 17 représentants auprès des organisations internationales, soit environ 9000 agents, hors agents locaux, dont plus de 5000 à l'étranger. Dans le même temps... Attends, patientez s'il vous plaît. Ce petit paragraphe-là, cette dernière lecture-là vous rappelle quoi dans ce qu'on a déjà vu, dans la première partie? Le chapitre 1, oui. Oui, c'est 12 sur 20. Oui. Clap for him. Clap for him. Ne soyez pas jaloux. C'est quoi? Hein? Ça retrace justement les étapes de la formation, de la construction de la scène internationale. État souverain. Après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, et voilà, le monde bipolaire, le monde post-bipolaire, la multipolarité. Vous voyez? Oui, madame, allez-y. Dans le même temps, au-delà du bilatéralisme, l'action diplomatique des États s'inscrit dans une démarche multilatérale. En effet, les conférences internationales se sont multipliées, stimulant l'activité diplomatique. La SPN et l'ONU donneront donc
des impulsions décisives à ce mouvement en très forte accélération au cours du XXe siècle. On estime ainsi qu'au XIXe siècle, les USA ont envoyé des représentants diplomatiques à environ 100 conférences, soit une par an. De même, entre 1956 et 1958, les USA ont envoyé leurs diplomates pour prendre part à 1027 conférences, soit en moyenne une par jour. Par ailleurs, l'augmentation du nombre de conférences est allée avec la croissance de la taille de celles-ci. Ça rentre dans ce qu'on vient d'expliquer aussi, n'est-ce pas? Par exemple, la conférence internationale sur l'eau, Mexico 2006, a rassemblé 149 délégations gouvernementales, 340 entreprises, 108 ONG et 1300 journalistes, au total plus de 20 000 personnes, avec plus de 150 délégations nationales et de 100. La conférence des Nations Unies sur le développement durable de Rio, qui s'est tenue en 2012, a mobilisé plus de 50 000 personnes. Oui. Il y a un paragraphe, c'est une erreur. Je vois ici la SDN et l'ONU donneront donc des impulsions décisives à ce mouvement en très forte accélération au cours des années du XXe siècle. Mais après, je vois, on estime ainsi qu'au XIXe siècle. C'est une erreur, non? Parce que je ne comprends pas. On est dans le XXe siècle et puis on revient dans le XIXe siècle. Non, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. Au XXe siècle, on parle bien de la SDN et de l'ONU. Et quand on revient au 19e, on parle d'un État précis. C'est lequel? Les États-Unis. Au 19e siècle, les États-Unis ont envoyé des représentants diplomatiques environ 100 conférences, soit une par an. De même, entre 1956 et 1958, de même. Quand on dit de même et on revient à 1900, ça veut dire qu'on revient dans le... L'essor et la diversité de l'activité diplomatique posent donc la question du rôle des diplomates et de leur autonomie dans le processus décisionnel. Mais cet aspect officiel de la diplomatie n'épuise pas toutes les pratiques diplomatiques, notamment les moins avouables. Reprenez cette partie-là, madame. Écoutez très bien. L'essor et la diversité de l'activité diplomatique posent donc la question du rôle des diplomates et de leur autonomie dans le processus décisionnel. Mais cet aspect officiel de la diplomatie n'épuise pas toutes les pratiques diplomatiques, notamment les moins avouables. En dehors de cette dimension vertueuse de la diplomatie, orientée vers la triple mission de représentation, négociation et d'observation, le travail diplomatique peut consister en des actions vicieuses. Ce qui a fait dire à Thomas Schelling que toute diplomatie honnête a son versant vicieux. Arrêtez-vous un peu là. Vous avez suivi ce qu'elle vient de lire là? Vous avez été attentif? Qu'est-ce que ça vous... Qu'est-ce que ça suscite en vous? Qu'est-ce que ça vous rappelle?
Thomas Schelling, toute diplomatie honnête a son versant. Ça veut dire quoi? Toute diplomatie. À l'agenda caché. La diplomatie a 12 versants. En même temps que c'est négatif, en même temps que c'est positif. Il faut commencer par le positif. En même temps que c'est positif, en même temps que c'est négatif. Alors, vous pensez qu'on doit tout leur dire? Est-ce qu'on doit tout leur dire? Est-ce qu'on doit tout leur dire en diplomatie? Je vous ai pris un cas ici, l'autre jour. Vous savez, si moi j'avais été diplomate, j'allais d'abord tout faire pour être très élégant. Vous savez pourquoi? Parce que c'est moi qui allais faire le sale travail. Celui de chercher l'information qu'on ne veut pas nous donner là. Et vous savez que pour avoir cette information-là, il faut d'abord être chaud. N'est-ce pas? Il faut être chaud, il faut sentir et il faut savoir. Pour avoir une information du Cameroun, une information d'un pays, pour mon pays, quand je suis en Côte d'Ivoire, c'est Dominique que je cherche d'abord. Quand je parle de Dominique, les Ivoiriens comprennent. Oui. Voilà. C'est Dominique que je cherche d'abord. Comme je sais que si le grand là est au courant, on va me pendre, je cherche l'ami de Dominique. Ça, c'est le pan vicieux de la... Je cherche l'ami de... Mais comment tu... Dominique là, comment... Elle marche même comment? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je l'apprécie bien. Hein? Je l'apprécie, elle est très élégante. Elle est toujours aux côtés de son époux. Elle accompagne son époux pour l'avancement de votre pays. Mais c'est appréciable. Il faut apprécier. Bon, mais je propose qu'on prenne un café. Si ça ne dérange pas, tu peux l'inviter. Hein? Vous voyez? Non, mais vraiment, Dominique, il y a mon mec là, il te lance des fleurs, il te jette des fleurs, il t'encense. Bon, bref, je voudrais que tu le rencontres. Est-ce que on peut prendre un thé? Est-ce que tu es dans ton agenda surchargé? Est-ce qu'on peut prendre un thé? Ah non, mais est-ce que ça ne gêne pas? Tu es quand même ma copine. Est-ce que je peux te refuser ça? Ben non. Dès qu'elle arrive, je mets le produit qu'on a fini de me fabriquer au Cameroun dans son thé. Tac. Et vous savez comment je le mets? Puisque moi-même, je ne peux pas le mettre directement. Au garçon qui va, il ne sait pas ce que je veux. Lui, il a pris son pot de vin. Il a empoché. Et quand il arrive, c'est pas pour lui faire quelque chose de mal. Hein. On a mis son petit truc et puis elle perd la boule pendant 15 minutes. C'est elle qui va nous dire vraiment, Alassane est monté, Alassane est descendu. Et puis bon, j'ai même envie de vous dire que notre chalet de, je sais pas moi trop, de Monaco, on l'a acquéri avec les fonds du cacao de. Vous voyez que moi j'ai déjà une information. Yaoundé. Voilà ce que j'ai pu enregistrer. On tient déjà à haut quelque part. N'est-ce pas? Ne croyez pas que c'est pas, il n'y a pas le sens inverse, hein? Parce que les autres aussi font ça.
Oui. Eu égard de ce que vous venez d'énumérer avec pertinence, nous pouvons dire, est-ce qu'un diplomate a double casquette? Il a une casquette d'un diplomate qu'on connaît légalement, et puis la deuxième casquette, c'est celle de l'espionnage. C'est la casquette de... La diplomatie, c'est quoi? C'est l'espionnage officiel. Merci, monsieur. La diplomatie, c'est l'espionnage officiel. Donc, c'est des petites astuces qu'on doit pouvoir connaître. Et il y a aussi des tractations de couloir, non pas seulement dans ce sens-là. Vous connaissez la saison 24, ce que vous appelez vulgairement 24 heures chrono. Le titre, c'est 24. Saison 8. Saison 8. Madame la présidente Taylor, où il faut signer un truc avec le président Omar Hassan. Omar Hassan, le président Hassan est assassiné. Quand Madame Hassan est au courant que la Russie est derrière l'assassinat de son mari, qu'est-ce qu'elle dit? Elle le signe. Qu'est-ce que Madame la présidente lui dit? Vous allez signer, sinon j'envahis militairement votre pays. Là, c'est dans les... Hein? Est-ce qu'elle lui dit ça de façon officielle? Elle lui dit ça. Si vous ne signez pas, j'envahis militairement votre pays et vous prendrez du temps à vous reconstruire. Est-ce qu'elle n'a pas signé? Qui n'a plus plutôt signé? C'est Alison Taylor qui n'a pas signé, mais Madame Hassan avait déjà. Vous voyez donc comment les gars font pour nous faire des choses. Voilà un peu deux astuces. Scandale. Vous voyez comment il y a des usages peu orthodoxes que les gens utilisent en diplomatie. Le côté vie. Et ce n'est pas tout. Ce qu'on appelle embargo là, c'est quoi? Ce qu'on appelle embargo, c'est quoi? C'est des tractations. Officiellement, on vous dit embargo. Mais vous-même, vous savez que on vous a déjà bloqué économiquement. Si on vous bloque économiquement, vous allez respirer. Go ahead, madame. Il s'agit d'initiatives plus ou moins clandestines, faites de coups de peine et d'actions de nuisance que les chercheurs regroupent sur le vocable de sharp power, politique diplomatique, manipulatrice d'un pays pour influencer et saper le système politique d'un pays cible. Stop. C'est quoi la sharp power? C'est quoi la sharp power? C'est quoi la sharp power? Cherchez dans vos téléphones pour retenir. Sharp power. Soft power, vous connaissez déjà. Hard power, vous connaissez déjà. Sharp power. Alors que vous avez les sharp power. Sharp, comme la télé Sharp. Là, le pouvoir technologique. On continue, madame. En effet,
La sharp power peut inclure une tentative d'un pays de manipuler et de gérer des informations à son propos dans les médias d'information et les systèmes éducatifs d'autres pays. Stop. La sharp power vient de permettre à quel pays de faire quoi à tel autre pays, à un autre pays. Aux États-Unis, de faire quoi? D'aller arrêter Maduro. Comment est-ce qu'ils ont procédé par la sharp power? En connaissant sa position, Ils ont connu sa position comment? À l'aide de la technologie, laquelle? les radars, Drones. À l'aide des drones. Parce que les États-Unis avaient déjà mis aux côtés de M. Maduro des S. Ils ont fait nommer des espions dans le gouvernement de M. Maduro. Oui, ses proches. Et ses proches donnaient la position, et pour avoir la position exacte, les États-Unis utilisaient les drones. Maintenant, quand vous voyez le développement de Singapour, je ne suis pas encore arrivé là-bas, je vois seulement à la télé. Tout là-bas, c'est bling. Tout là-bas, c'est... Vous voyez comment les gars construisent leur puissance sur l'élément technologique. Qui aujourd'hui peut se passer d'un téléphone? Quoi? Vos grands-parents ne vous appellent pas au téléphone? Qui aujourd'hui peut se passer d'un ordinateur? Vous voyez comment les autres ont su construire leur... Certains sont venus avec la hard. Les autres sont venus avec la soft. Les autres sont restés sur les... Est-ce qu'il faut rentrer dans ce que les gens s'y racontent là? Non, nous on n'entre pas dans ça. Nous on crée la nôtre, c'est là. Sharp. Nous on peut donc créer quoi en Afrique? Là, la smart power. Le berceau de l'humanité. Il faut bien réfléchir là-dessus. Il faut bien réfléchir là-dessus. Pour ne pas que nous restions dans ce que les autres ont. En fait, on est dans la logique de la décolonisation de la scène internationale, des relations internationales. Il est question de trouver ce qui fait notre particularité, de trouver ce qui fait notre identité. Et à partir de nos identités, nous propulser pour se repositionner. Et je vous assure que très bientôt, j'ai foi, très bientôt, 1000 ans sont aux yeux de Dieu comme... Donc si je dis dans 2 jours, le message est déjà dans le film de Wakanda, ça c'est déjà un frère pour la vie. voilà. Non, justement, on utilise la réalité, on traduit la réalité par la science-fiction. Le rôle de l'art, ça c'est, on voit ça au lycée. L'art pour le beau, l'art pour communiquer. On peut utiliser aussi ce que nous sommes en train de parler ici comme de l'ichronie. Comme de l'ichronie. L'ichronie, oui. C'est-à-dire, c'est la projection du futur au présent. La projection du futur au présent. Avec notre ce qu'on a déjà dans notre sorcellerie là. Comment vous appelez? Oh, le film là. Oh, j'oublie le nom. Neo. L'acteur principal c'était Neo. Matrix. C'est le futur. Vous êtes un expert en cinéma. Hein?
Non, j'essaie de voir ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de relations internationales dans ce que je regarde. Monsieur, parce que j'ai dit cela parce que quand ils ont tourné le film de où David Palmer était le président des États-Unis, 24 heures chrono, 24, c'est le titre. c'était une projection de voir si dans l'avenir, l'Amérique allait être gouvernée. Est-ce que les Américains sont déjà à même d'accepter un nègre Voilà. Effectivement, à la présidence? ça n'a pas duré, Obama est devenu président. Ça a duré un peu. Parce que c'est 2003 et 2008. Donc ça fait 5 ans. Et même avec Alison Palmer, Alison Taylor, c'était pour voir si Hillary Clinton pouvait arriver. Mais visiblement, les Américains n'étaient pas encore. Il n'y a qu'en Afrique où les femmes sont. Là-bas, ce n'est pas une, là-bas, c'est un autre système. Là-bas, c'est un autre système. Là-bas, c'est un autre système. Dans le film de Néo, c'est en quelle année? Matrix, c'est en quelle année? Je crois que Matrix, je devais encore être au lycée. Je devais encore être au lycée. Et effectivement, on est dans ce qu'il disait. Vous avez dit là, micro quoi? C'est vrai que je veux savoir comment on écrit ça. C'est U-R-C-H-R. Non. L'Uchronie. C'est Urchronie. un sous-genre de la science-fiction. Okay, merci. Je ne connaissais pas le mot là. Merci. On dit que vous êtes cinéaste. Donc, vous voyez comment les autres utilisent ces affaires-là pour préparer, pour nous préparer. Et nous, on est là, on regarde. On est content. Oh, Jack Bauer. Oh. Mais ce qui nous intéresse dans Jack Bauer, c'est qu'il a tourné comme ça, il a tiré, pam. Chloé, même encore, c'est très intéressant. Parce qu'un enfant qui voit ça, un enfant du primaire qui voit ça peut s'intéresser. Comme le type qui est chez moi là-bas, il me dit que papa, je veux être sapeur-pompier. Parce qu'il voit Sam le... Oui, même chez eux, il y a les généraux. Est-ce que vous savez que les sapeurs-pompiers font les miens? Les Camerounais, là, vous savez ça? Ils font les miens, hein? L'école militaire interarmée. L'école qui a formé 2 présidents burkinabés. Lesquels? Qui? Et son ami. Sankara est son ami. Ils dormaient dans la même chambre là à Obili. Les Burkinabés là, vous devez y faire un tour. Hein? Allez voir où 2 de vos présidents ont passé des années. Donc, vous dites qu'il y a Sam le pompier, c'est Sam le pompier, n'est-ce pas? Donc, mon Sam veut être... C'est pas toujours mauvais ce qu'on voit dans la science-fiction, mais il faut savoir tirer ce qui est bon. Dès que je vois ça dans une série, généralement, ils mettent ça à chaque 3e saison de série. Quand vous êtes déjà captivé, la première saison est terminée, la 2e est terminée. À la 3e, vous regardez le premier épisode. Au 2e épisode, on vous montre comment 2 hommes se regardent. Tout ça parce qu'ils savent que les 2 premières saisons vous ont captivé et vous serez obligé de... Dès que moi je vois ça, c'est là où ma part...
Je ne zappe même pas, je supprime de ma machine. Je supprime. Parce que mon fils, qui aime les expériences, là, peut se retrouver devant l'affaire, là. Et comme il aime les questions, papa, je dis oui, grand. J'ai vu 2 papas. Tu lui expliques ça comment? C'est une question taboue. Une question taboue, on parle. Pourtant, non, pourtant aujourd'hui, il n'y a plus de questions taboues, surtout en matière de sexualité. Là, il faut faire très attention. Lui, à 5 ans, là, je commence déjà à lui dire, ne marche plus avec David. Va voir Ivana. Je veux plutôt... Tu montes sur le vélo avec David. Non, tu dois porter Ivana. Il me demande pourquoi. David, c'est mon ami. Je dis que oui, je sais que David, c'est ton ami. Mais je te dis que désormais, quand tu sors avec, j'appelle son affaire là, le caterpillar. Quand tu sors avec ton caterpillar, va porter Ivana. Tu as compris? Il va bouder là, il va bouder. Et que bon, si tu ne veux donc pas porter Ivana, le caterpillar là ne sort pas. Que papa, je vais la porter. Je dis d'accord, va porter ton affaire, tu sors. Donc, il n'y a plus de questions taboues. Allons-y, madame, continuez. Dans le but d'induire en erreur ou de diviser l'opinion publique d'un pays, cibler ou masquer ou détourner la notion d'information négative le concernant. B. Vers une désétatisation de la démocratie. De la Démocratie. De la Démocratie. De la diplomatie. Excusez-moi, c'est diplomatie, corrigé. Désétatisation de la diplomatie. Depuis le 20e siècle. Désétatisation de la diplomatie. Bon, qui n'a pas encore parlé depuis le matin? Votre voisin, dites-lui de nous dire ce que c'est que la désétatisation de la diplomatie. Désétatisation de la diplomatie, qu'est-ce que vous entendez par là? Madame, désétatisation de la diplomatie. Pour une fois, vous levez la main, je vous passe la parole. Les autres fois, je vous forçais, non. Je vous obligeais. Maintenant, c'est vous vous êtes délibérément. La lecture lui a fait beaucoup de bien. C'est le fait d'apporter la diplomatie dans les organisations internationales. Très bien. Enlever la diplomatie entre les États pour la porter sous d'autres cieux. En l'occurrence, ça aurait dû être dit autrement. Et les apporter vers d'autres actes de la scène, parce que les seuls ne sont pas que les organisations. D'accord. Dès que vous avez compris ça, vous avez compris toute la partie là, tout ce que vous allez lire là. Ce n'est que ça. Continuez. On commence à la désétatisation. Vous avez demandé quoi? Depuis le 20e siècle, on s'autorise à parler du passage d'une diplomatie interétatique ou internationale vers une diplomatie mondialisée. Cela consiste à sortir du cadre westphalien dans lequel la diplomatie s'est épanouie et s'est enfermée depuis le XVIIe siècle
et qui continue à servir de soubassement à toute une conception réaliste du système international, fondée sur les notions de souveraineté, de puissance et d'équilibre. Relisez cette partie. Depuis le XXe siècle, Non, la dernière, les deux dernières lignes. cela consiste à sortir du cadre westphalien dans lequel la diplomatie s'est épanouie et s'est enfermée depuis le XVIIe siècle. Stop! La diplomatie s'est enfermée dans le cadre westphalien. C'est quoi le cadre westphalien? Le traité de Westphalie qui fait quoi? Il pose la souveraineté des États. Qui? Le traité de Westphalie, c'est le traité de la création des États. Est-ce que les États existaient déjà pour leur accorder une souveraineté? Il y a d'abord la création avant l'obtention de la souveraineté. C'est dire tout ce qu'on vient d'expliquer là. On parle de la diplomatie coincée dans le cadre des États pour la faire passer au niveau des autres acteurs de la scène internationale. La définition classique de la diplomatie est ainsi non seulement inadaptée à ce qu'est devenue la diplomatie actuelle, mais aussi à ce qu'elle a toujours été, n'a jamais cessé d'être. Stop. Quelle différence faites-vous entre diplomatie classique et la diplomatie moderne ou actuelle? Non, un homme. Deux filles viennent de parler. Oui. Mais cela s'entend que la diplomatie classique n'est plus une diplomatie qui met en cause seulement que les États, mais qui s'étend aussi dans les organisations internationales. Sujet compris partiellement. Oui. C'est ça. Monsieur, moi, je parlerai plus simplement du passage du latéralisme au multilatéralisme. Nettement mieux. Mais c'est déjà ça. Ça renvoie à la même. Sauf que vous avez utilisé des concepts et lui l'a expliqué. Et c'est ce que la dame vient de. Nous sommes d'accord? Madame, allons-y. La différence? La différence, c'est que classique, bilatéral, moderne, multilatéral. Je vous en prie, remerciez vos camarades. Une question? Oui. La diplomatie multilatérale s'inscrit dans le cadre des OI, selon ce qu'on aurait appris. Alors que pour le nouveau visage actuel de la diplomatie, on part au-delà des OI pour toucher les autres acteurs non souverains, tels que les ONG, les individus. Donc dire que la diplomatie moderne est purement multilatérale, est-ce que c'est pas aussi occulter l'influence de ces autres acteurs qu'on a pu avec? Les autres acteurs non souverains, vous pensez qu'ils n'interagissent pas? Alors, quand je parle d'autres acteurs, En fait, la question c'est est-ce que lorsqu'on parle de diplomatie multilatérale, oui. est-ce qu'on les inclut, sachant que la diplomatie multilatérale, c'est aussi des organisations internationales? Ils sont des acteurs. Ils sont des acteurs. Ils sont des acteurs à part entière des relations internationales. Prenons un cas. Prenons un cas. Le cas, comment? Elon Musk. Prenons notre cas le plus actuel.
Paeto. Pape Thiaw. Vous croyez que ça s'arrête au niveau des deux premiers ministres? La CAF, il y a déjà des interactions au niveau de la CAF et même au niveau de la FIFA. Et vous voyez que ça rentre justement, il y a déjà un acteur individuel qui crée une rencontre de personnes individuelles mais représentant des entités étatiques qui, par après, grandissent au niveau des organisations. Vous voyez la chose? Ce sont des acteurs de la scène internationale. Il est vrai que, quoi qu'on dise, l'acteur primordial des relations de la scène internationale est l'acteur étatique. Parce que quand un individu agit, il agit, mais il peut être poussé par Pape Thiaw. Aujourd'hui, on ne parle plus de Pape Thiaw, on parle du Sénégal. Oui, madame. Oui. Le coup de leur rencontre possibilité, je suis fait non pas sur la scène également, mais également sur les supporters. On avait observé des supporters sénégalais sur le sol marocain. Maintenant, qui entre les deux devrait intervenir? La CAF ou bien l'État? Là, c'est déjà le bilatéralisme. Les deux États. C'est pour ça qu'on a sanctionné le Maroc. On a sanctionné le Maroc pour la mauvaise organisation sécuritaire et le refus des ramasseurs de balles d'envoyer rapidement les balles. Et les serviettes, c'est depuis les quarts, des demi-finales même, qu'ils font ça. Ils ont été sanctionnés. Mais si moi je suis le président du Sénégal, dès que vous enfermez les supporters sénégalais, je prends l'ambassade du Maroc chez moi là, je les enferme. C'est ce que le Niger a fait. Oui, c'est ce qu'ils ont cherché. On va résoudre les problèmes après. Comment? Quand eux, ils ont enfermé les autres, là, ils voulaient créer quoi? Ils voulaient arranger quelque chose. Les Marocains et les Sénégalais cassent. On prend les Sénégalais, on enferme, on laisse les Marocains. Je vais à l'ambassade et je les enferme. En réalité, diplomatie et mondialisation sont indissociables. La construction des réseaux diplomatiques et consulaires peut en effet être considérée à la fois comme produit de la mondialisation et comme l'un de ses principaux vecteurs. Elle se caractérise par... Relisez ça. C'est important. La construction des réseaux diplomatiques et consulaires peut en effet être considérée à la fois comme produit de la mondialisation et comme l'un de ses principaux vecteurs. Vous avez compris? Vous avez compris? On continue. Qui ne dit mot? Vous avez compris. Moi, explanation. Oui. Pour expliquer terre à terre, je pourrais dire que les représentations diplomatiques et consulaires ont été possibles grâce à la mondialisation. Mais elles constituent aussi un facteur de L'amont. Vous comprenez ça? Vous ne comprenez pas? Réexpliquez. C'est très philosophique. Donnez-lui le micro.
Gardez votre micro, il y en a un ici. Délégué. Bon, je pourrais dire simplement que c'est grâce à la mondialisation que la restauration diplomatique existe aujourd'hui. C'est grâce à la mondialisation que les représentations diplomatiques est le village plané. Si il n'y a pas mondialisation, qu'est-ce qui favorise la mondialisation? C'est les interactions qui se déroulent au sein entre les... Et pour qu'il y ait interaction entre États, quelle est l'institution dans laquelle les États interagissent? Non. De façon bilatérale. L'ambassade est une institution. C'est dans les... Alors, ce sont les ambassades, c'est le flux d'ambassades, de création d'ambassades et de consulats qui a favorisé le rapprochement entre États et donc le rapprochement entre les peuples. Et la mondialisation, c'est quoi? C'est le rapprochement entre les peuples. On est d'accord? C'est bon là? Monsieur, est-ce que l'expression engendrée, la mondialisation engendrée, comment on appelle, la raison diplomatique, est-ce que le fait d'être engendré... Ça peut être dans un second sens. Les mots sont... Quand vous dites engendrer, ce n'est pas comme Marie engendra Jésus. Hein? Parce que quand on vous dit Abraham connut Sarah. Mais quand on vous dit vous connaissez votre camarade, vous... Hein? Elle se caractérise par 3 traits. D'abord, elle apparaît comme une diplomatie continue dans l'espace et permanente dans le temps, véhiculant l'image idéale d'un monde connecté en totale relation et perpétuelle négociation. Cette diplomatie mondialisée a ses lieux privilégiés, toute relation et perpétuelle négociation. Cette diplomatie mondialisée a ses lieux privilégiés des villes où siègent les principales organisations internationales jusqu'aux tables rondes autour desquelles prennent place les négociateurs. Elle a ses réseaux, la densité du maillage diplomatique et consulaire. Elle fait d'Internet son principal vecteur de communication, tant de manière interne, ce qui pose des problèmes nouveaux de stockage et d'archivage des correspondances, que vis-à-vis du monde extérieur. La diplomatie d'influence recourant désormais de plus en plus au service du numérique. Il s'agit ensuite d'une diplomatie essentiellement multilatérale qui implique des acteurs multiples, publics et privés, individuels et collectifs, politiques, économiques, culturels et sociétaux, et qui se déclinent sur les échelles multiples. Selon les échelles multiples, transfrontalières, régionales ou interrégionales. Le développement du multilatéralisme n'a pas seulement introduit de nouvelles techniques de négociation et participé à la démocratisation des relations internationales. Il a aussi favorisé l'émergence de nouveaux acteurs issus de la société civile, experts, ONG, qui sont venus grossir les rangs des délégations. Ça renvoie, c'est la réponse à la question que posait votre... Quant aux opinions publiques, ils ne se contentent plus elles sont devenues actrices à part entière d'une scène mondiale
où elle trouve de plus en plus à s'exprimer. Enfin, depuis le 19e siècle, cette diplomatie a progressivement étendu son champ d'action des domaines économiques, financiers et culturels à des questions transnationales, telles que les droits de l'homme, la santé, le climat ou le développement durable. Les appareils diplomatiques se sont adaptés à ces mutations qui viennent bouleverser en profondeur les structures mêmes de l'ordre international. Les USA se sont ainsi dotés en 1994 de L'anglais, le British. Under Secretary of State for Democracy and Global Affairs. Affairs. Affairs, c'est ça, non, madame? Yes. Affairs. J'ai d'abord bien dit et puis vous m'avez jonglé. Tandis que le Quai d'Orsay a mis en place en 2009, au sein de son organigramme, une direction générale de la mondialisation. Ces pratiques n'ont toutefois pas mis un terme à des formes plus classiques de négociation. La négociation se fait toujours dans un cadre bilatéral, bien que profondément renouvelé, y compris au sein de l'Union européenne, ce qui illustre également la relance de diplomatie commerciale active dans les années 1960 puis 1990. Point. Section que nous allons voir. Vous voyez qu'on a presque terminé, n'est-ce pas? Oui. L'appareil diplomatique. Vous allez nous dire ce que... Délégué, elle va nous dire ce que c'est qu'un appareil diplomatique demain. Hein? Appareil diplomatique demain. Vous voyez qu'il nous reste 1 heure. 1 heure de cours, n'est-ce pas? Et comme le docteur Koué doit arriver, on va travailler demain entre 9h et 11h pour qu'on se libère rapidement. Comme je vous l'ai dit, on va 9h, 11h. Monsieur, vous avez oublié. Non, je ne l'ai pas oublié. Je ne peux pas l'oublier.